Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci à vous de choisir Digital Congo pour vous informer en cette soirée. Commençons tout de suite par cette nouvelle en politique. Le groupe politique Alliance de Forces démocratiques du Congo est allié à FDCA en sigle au sein du Sénat de la République démocratique du Congo a publié ce lundi 9 mars 2026 une déclaration pour clarifier sa position après la récente sortie médiatique du sénateur Modeste Bahati Lukebo. Dans ce document, les sénateurs de la FDCA indiquent que cette prise de parole n'a fait l'objet d'aucune discussion ni validation préalable au sein du groupe politique et qu'elle n'engage uniquement que son auteur et à titre personnel. Les groupes réaffirment par ailleurs son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'aux efforts du gouvernement pour la paix et le renforcement de forces armées de la République démocratique du Congo. Et en province, l'autorité coutumière du groupement Itala en territoire de Lubero, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, alerte sur les difficultés qui rencontrent les agriculteurs de son entité. Dans une déclaration faite à Digital Congo Télévision ce lundi 9 mars 2026, Mwami Rassel Moindo déplore le pillage de 26 tonnes de haricots pour la consommation et 6 tonnes de semences, ainsi qu'une surtaxation sans précédent dont sont victimes les agriculteurs. Il a été au téléphone de Fiston et Mwami. Aux côtés de taxes exorbitantes allant jusqu'à 1 500 $ américains par véhicule transportant des produits agricoles tels que les haricots, les agriculteurs du groupement Itala en territoire de Lubero connaissent aussi de cas de pillage de leurs marchandises depuis que cette partie de ce territoire est passée sous contrôle de la rébellion de 1923. Sa Majesté Mwami Rassel Moindo, qui tire la sonnette d'alarme, déplore cette situation qui met en mal les activités champêtres. Premièrement, d'abord, pour dénoncer les pillages que nous avons subis pendant la guerre dans nos entités respectives, avec les produits des agriculteurs qui ont été pillés par les affaires du M23. Les difficultés sont vraiment pour écouler les produits, pour acheminer les produits de Goma, Bouté, pour le Boucan, pour le consort. Actuellement, un camion de Fousseau, on se taxe à un montant qui varie entre 1 000 et 1 500 $. Ça devient une sorte de service. Ceux qui découvrent les agriculteurs. Eu égard de cette problématique, l'autorité coutumière du groupement Itala en territoire de Lubero demande aux autorités de se pencher sur cette question, de sorte que les agriculteurs de cette contrée soient remis dans leurs droits en période post-conflit. Nous sommes en Kinshasa actuellement. Les demandes aussi pour faire les plaidoyers auprès des autorités nationales pour voir comment est-ce que ces agriculteurs peuvent être appuyés après la guerre. On voit même subventionner par rapport aux pertes qu'ils ont subies pendant la guerre. Les marchés de ville de Butembo, Goma et Bukavu et ailleurs sont en grande partie ravitaillés par des produits agricoles venant du groupement Itala. La surtaxation décourage la production des agriculteurs qui ne se livrent plus aux activités champêtres régulièrement. Cette situation expose la population à un risque de la famine accrue dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Et de retour à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Lumba Lubaki, s'engage à une lutte rigoureuse dans le secteur de l'automobile. En application de l'arrêté ministériel du 12 novembre 2025, les autorités urbaines de la ville procéderont désormais à l'immobilisation immédiate de tout véhicule dépassant ou présentant
de défaillances techniques majeures comme le manque de système d'éclairage ou de signalisation fonctionnelle, de rétroviseurs intérieurs ou extérieurs, ou encore des essuie-glaces. Une initiative saluée, louée par certains conducteurs rencontrés dans les rues de Kinshasa par Émile Senga et José Mazoa suivait. À Kinshasa, tous les véhicules sont contraints de disposer d'un système d'éclairage et de signalisation fonctionnelle, être équipés des rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de l'essuie-glace et bien d'autres exigences. C'est la régie des fourrières et du contrôle technique de Kinshasa qui l'a annoncé dans un communiqué datant du 5 mars dernier. Le conducteur salue l'initiative qu'il juge nécessaire afin de nettoyer les rues de Kinshasa des véhicules en mauvais état. Oui, c'est important. S'il n'y a pas tous ces accessoires, comment allez-vous conduire? S'il pleut par exemple, sans essuie-glace, sans rétroviseur, comment allez-vous faire marche arrière? Et donc, tout compte. Pour moi, ce n'est pas mauvais. Normalement, s'il nous exige que le véhicule soit complet, il n'y a aucun mal. Cette initiative nous apporte un plus. D'ailleurs, nous facilite le travail. S'agissant de la question de savoir sur quoi était basé le contrôle technique lancé fin 2025 et début 2026 et quelle est la nouveauté dans cette initiative, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a éclairé la lanterne lors d'une parade organisée ce lundi dans la capitale. Les accidentés, donc c'est des finanas. Les accidents en mauvais état, on sait qu'on attend autant contre des vitesses. Les alliés au Kanaé, au Tchèque, À en croire l'exécutif provincial, cette initiative vise également à vouloir renforcer la sécurité des citoyens, mais aussi restaurer la confiance dans les transports urbains à Kinshasa. Et on parle également de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars de chaque année, n'est pas seulement un jour de cérémonie symbolique, mais de soutien aux femmes qui entreprennent, qui apportent un plus dans leur foyer, dans leur communauté, dans leur vie. Et Digital Congo Télévision a fait une descente pour croiser certaines femmes vendeuses de petits articles aux alentours de l'université officielle de Mbujimayi, au Kasaï-Oriental. Notre correspondant sur place à Mbujimayi, Victor Chilumba, nous en parle. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde entier. Dans la ville de Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï-Oriental, au centre de la République démocratique du Congo, un focus a été fait sur les femmes entrepreneurs qui vendent les petits articles à l'université officielle de Mbujimayi. Dans le but de signifier que le droit de la femme n'est pas seulement d'attendre et laisser toute la charge à l'homme, mais de participer aussi au développement du foyer en entreprenant pour apporter un plus, selon une entrepreneure vendeuse de manioc grillé appelée Mwachabola. Le droit d'une femme dans le foyer, c'est aussi aider son mari afin que les enfants puissent avoir quoi manger. Une femme qui passe de bras attendant que son mari lui apporte tout, que son enfant vienne à l'aide, même pour acheter des savons, c'est toute une femme qui ne connaît pas sa place. Si le foyer est dans le bonheur, c'est parce que papa et maman sont à l'œuvre. Moi qui suis une vendeuse, une entrepreneur, les élèves me connaissent dans ce travail et de manioc. Je les aide beaucoup et eux aussi même. Ils viennent manger des manioc, boire de l'eau et parfaire leur routine. C'est dans cette optique que le recteur de l'université officielle de Mbujimayi a lancé une campagne de collecte de fonds afin d'encourager ces femmes dans leur entrepreneuriat. Abbé Apollinaire Chipakachi Congo a déclaré que ces femmes sont un vrai modèle de l'entrepreneuriat. Cette année, on s'est dit on va le faire en faveur d'une catégorie spécifique des femmes qui sont très liées à l'université. Ce sont les femmes entrepreneurs qui, ici à l'université, certaines, depuis la création de l'université, ça va faire 33 ans, ils sont là à vendre des bananes, des beignets, de l'eau, des arachides, et donc ils rendent un service à l'université officielle de Congo. Alors, on a donc lancé la campagne, dire merci
parce qu'elles sont un exemple de l'entrepreneuriat, de la petite entrepreneuriat qui leur permet de vivre, de faire vivre leur famille, de faire étudier leurs enfants. Voilà donc le premier motif. Dans le même registre, les femmes du Kulou ont également célébré la journée du 8 mars de façon exceptionnelle à Bandundouville à travers une marche de compassion aux femmes vivant dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux déplacés de Kwamout. La marche est allée de la place de la femme jusqu'à la tribune de Bandundu devant le gouverneur du Kulou, Dr Philippe Akamituna, qui félicite le courage de la femme du Kulou en les mobilisant pour la 13e conférence de gouverneurs. C'est un reportage signé Benoît Desgourdel. C'est à travers une marche de compassion dédiée aux femmes de l'Est de la République ainsi qu'aux déplacés de Kwamout vivant à Bandundouville que les femmes de la province du Kulou célèbrent la journée internationale de la femme ce 8 mars. Tout est parti de la place de la femme pour s'y mobiliser à la tribune du Kaonatra devant les gouverneurs de la province du Kulou, Dr Philippe Akamituna Dolor et l'honorable Blaise Nda Moussir, représentant du président de l'Assemblée provinciale du Kulou. Ici, tout commence par les interventions de la chef de division du genre, famille et enfants, ainsi que de la ministre provinciale des tutelles, Clémentine Mindada, qui ont tour à tour vanté les mérites et les qualités de la femme. Occasion pour le premier de tous les Kwilois de rendre un vivant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en mobilisant les femmes de sa province autour des enjeux de la 13e conférence des gouverneurs. De rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, artisan de la paix et premier défenseur du droit de la femme, qui ne ménage aucun effort de mettre un terme aux atrocités que subissent la femme en général et celle de l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. J'encourage la femme du Kwilu de se tenir main dans la main, l'indignité pour une autonomisation durable. Notez que la journée s'est clôturée dans une ambiance exceptionnelle, ponctuée par des scénettes jouées à l'honneur de... La journée internationale des droits de la femme a été également célébrée à Inongo, dans la province ou chef-lieu de la province du Maïndombe, où plusieurs femmes réunies autour de la ministre provinciale du genre, famille et enfants. Plusieurs activités, notamment, ont été à l'ordre du jour. La remise de diplômes de mérite à quelques femmes ayant excellé dans la lutte contre les inégalités, les jeux concours, la visite de stands où les femmes ont exposé des produits et leurs travaux, et tant d'autres ont accompagné alors cette journée. Je vous propose de suivre ce reportage. Je lance officiellement la célébration de la journée internationale et le mois de la femme dans notre province du Mali. C'est dans une ambiance chaleureuse et électrique que les femmes de la province de Maïndombe ont célébré la journée internationale des droits des femmes, commémorée le 8 mars de chaque année. Unies comme un seul homme autour du ministre provincial du genre, famille et enfants de la province de Maïndombe, Marie-France Bissalou, ces femmes s'y sont donné rendez-vous dans la salle épiscopale des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord, où plusieurs scénettes ont été présentées par les femmes, peuple autochtone pygmée et les femmes leaders chilides, démontrant comment les droits des femmes sont violés dans leur milieu de vie, voire dans plusieurs établissements. Prenant la parole en premier, le ministre provincial du genre, famille et enfants du Maïndombe a salué les efforts déployés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des femmes. Un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo,
Bongo, chef de l'État, pour son engagement solennel en faveur de la promotion du droit et de l'autonomisation de la femme congolaise. Marie-France Bissalo a par la même occasion étalé comment les droits des femmes sont violés et appelle les structures qui prennent en charge les victimes des violences sur toutes ces formes des pensées aussi à la province de Maïndombe. Nous appelons de ce fait à la mobilisation de toutes les institutions compétentes en vue de renforcer la protection de la population civile, lutter contre l'impunité et garantir la justice aux victimes. Nous lançons également un appel aux partenaires humanitaires, aux organisations internationales et aux organisations de la société civile, afin de renforcer leur appui aux femmes affectées, victimes de violences, à travers le programme d'assistance humanitaire et de prise en charge médicale, des soutiens psychosocial et de réinsertion sociale et économique. Face à cette réalité, le gouvernement provincial du Maïndombe condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence faites aux femmes, aux filles et enfants. Ici est de préciser que cette première journée a été clôturée par la visite des quelques stands où certaines femmes ont exposé les produits de leur travail, suivi d'un concours culinaire où les femmes ont présenté les recettes de leur culture. Tout à fait autre chose dans ce journal, le 20e anniversaire de la disparition physique de Paluku Kiavuiroe, Adam Deodat, père du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Un culte écuménique a été organisé le dimanche 8 mars 2026 dans la paroisse ici à Kinshasa, en sa mémoire, auquel ont pris part la veuve, les orphelins et plusieurs autres personnalités. Je vous propose de suivre ce reportage signé Obed Kambale. 20e anniversaire de la disparition de Paluku Kiavuiroe attendait au date, père du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia. Un culte écuménique a été organisé ce dimanche. Père Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, a vanté ses qualités exceptionnelles. Nous sommes réunis ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, non pas pour pleurer papa Paluku Kiavuiroe attendait au date, plutôt célébrer son héritage, car il demeure pour nous une source d'inspiration, a déclaré Julien Paluku Kaongia. À cette occasion, il a jeté des fleurs à sa mère, Fatouma Yalala Sendanavio, pour avoir bien pris soin des enfants, en mettant l'accent sur la cohésion et la solidarité après les décès du rassembleur Paluku Kiavuiroe Deodat. Les témoignages que nous avons ici des pasteurs ici nous réconfortent. Et nous avons organisé cette soirée pour reconnaître ses bienfaits, pour témoigner qu'elle nous a bien éduqués. Dans la prédication tirée du livre des Psaumes, chapitre 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, j'y vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Le révérend Damien Mumberi Wabumundu et l'abbé Robert Massinda, ainsi que l'imam Idi Kambale Mutumba, ont salué les belles œuvres laissées par feu Paluku Kiavuiroe Adam Deodat, dont la descendance est en train de travailler dur en participant à la transformation positive de la République démocratique du Congo et du monde. Les petits-fils et les petites-filles de l'illustre disparu, au nombre de 62, ont de leur côté vanté les qualités de leur fait grand-père et salué le travail abattu aujourd'hui par son fils Julien Kaongia, qui fait la fierté de la famille Kiavuiroe. Prenons l'actualité à l'international avant de finir avec cette édition du journal. Mojtaba Khamenei est le nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran. Il succède à son père Ali Khamenei, tué le 28 février dernier lors d'une frappe aérienne attribuée aux États-Unis, menée conjointement avec l'Israël. Sa désignation, dont la nuit de dimanche à lundi 9 mars, intervient alors que l'Iran subit encore des frappes aériennes de la part de l'État hébreu et de Washington en ses 10e jours de guerre menée avec Abed Kandé. Avant même la mort de son père, il était considéré comme l'un des favoris pour sa succession. Mojtaba Khamenei, fils du défunt guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a accédé dimanche 8 mars au plus haut poste de la République islamique, au prix d'un potentiel paradoxe, instaurer une dynastie théocratique de guides dans une république qui s'était pourtant construite en opposition avec la monarchie héréditaire de Pahlavi.
Né en 1969, âgé donc de 56 ans, Mojtaba Khamenei était proche de son père, occupant un rôle similaire à celui d'Ahmad Khomeini, fils du premier guide suprême d'Iran. En 2004, il épouse Zahra Haddad, la fille de Gholam Ali Haddad. Celle se meurt le 28 février 2026 dans l'attaque qui a coûté la vie à son bon-père. Mojtaba Khamenei disposerait d'une importante fortune ainsi que d'un patrimoine immobilier au Royaume-Uni et en Suisse qu'il contrôlerait via des prête-noms comme l'homme d'affaires iranien Ali Ansari. Sa désignation intervient en pleine guerre dans le Moyen-Orient. En ce 10e jour des conflits, Israël a annoncé avoir lancé une attaque de grande ampleur sur Téhéran, Ispahan et le sud de l'Iran, tout en bombardant la banlieue sud de Beyrouth au Liban, bastion du Hezbollah. Un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc, selon le ministère turc de la Défense. Et c'est par ici que se termine cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.